la nécessité d'un libéralisme face à l'expression des opinions. Il est du droit de chacun de penser, et ce droit ne doit pas être ôté sous peine de violence contre le droit naturel. Être vivant, c'est être pensant, et la tyrannie sur les pensées et opinions serait à cet égard une forme de violence aussi forte que la mise à mort pure et simple de l'individu, puisqu'elle nierait ce qui, pour lui, est un droit fondamental constitutif de son être. Je passe à ma deuxième partie, problèmes reliés à cette justification. Ces jalons étant posés, nous voudrions les analyser de manière critique et en examiner la cohérence, à la lumière de plusieurs objections qui peuvent être faites à cette ligne d'argumentation. Premièrement, on remarque qu'il y a ici un glissement du fait au droit, qui peut être, selon le syllogisme suivant, le droit naturel est simplement celui d'exister. Or, il est impossible, factuellement, d'exister en tant qu'être humain sans penser. Par conséquent, la liberté de penser est un droit inaliénable. Je cite Spinoza. C'est pourquoi, si personne ne peut abandonner la liberté de juger et de penser ce qu'il veut, si chacun est au contraire maître de ses pensées par le plus haut droit de la nature, il s'ensuit que dans aucune république on ne peut tenter, si ce n'est avec un insuccès total, d'obtenir que les hommes, si divergentes et opposées que soient leurs opinions, ne parlent que selon le commandement du souverain. Sous sa forme syllogistique reconstituée, je juge personnellement que l'assimilation du fait au droit est légitime. Même si dans d'autres contextes théoriques elle ne le serait pas, elle nous paraît parfaitement cohérente dans le cadre de la métaphysique spinoziste du conatus, qui est la puissance de chacun, et donc où le fait et le droit sont intrinsèquement reliés. Donc, je pense que nous pouvons rejeter cette première objection comme n'ayant pas prise sur le cas précis de Spinoza. Toutefois, la dernière citation donnée ci-dessus montre bien qu'on trouve de manière omniprésente dans le texte une autre assimilation, celle de l'utilité au droit, qui est plus problématique. On ne peut tenter, si ce n'est avec un insuccès total, de contraindre l'opinion des hommes. Dans le contexte normatif et théorique, qui est celui du début de la citation, le « on ne peut » semblait avoir une valeur normative, équivalent à un « on ne doit pas », on n'a pas le droit de. Mais la suite de la phrase rabat cette normativité juridique sur la simple impossibilité pratique d'y parvenir. Certes, on comprend que pour Spinoza, les deux sont logiquement liés. C'est exactement la raison que j'ai invoquée avec le numéro 1. Mais n'y aurait-il pas un réel problème de conciliation de deux thèses opposées sur le plan du droit s'il ne déviait pas l'une des deux vers une autre sphère, la sphère pratique? En somme, est-ce que le souverain n'a pas le droit de contraindre l'opinion de son peuple, ou est-ce qu'il en a le droit? La réponse de Spinoza est qu'il peut toujours le faire, mais que cela n'est pas dans son intérêt bien compris. Cela renvoie à la citation que j'avais donnée un peu auparavant sur le fait que le souverain ne peut le faire. En fait, il le peut tant que le peut sa puissance. N'est-ce pas une manière d'éviter de dire que la réponse est à la fois oui et non? Oui, le souverain a le droit de contraindre l'opinion du peuple, déjà dit plus haut. Autant de droits qu'il a de puissance. Non, le souverain n'a pas le droit de contraindre l'opinion du peuple. Ce droit de penser est inaliénable. En réalité, toute séduisante que soit cette possibilité de critique, elle me paraît également non probante. Car Spinoza est cohérent en disant que les limites du droit du souverain sont celles de sa puissance. Précisément, l'impossibilité pratique détermine ici les limites objectives de la puissance du souverain, puisqu'il ne parviendra jamais à contraindre les esprits. En somme, non, il n'en a pas la puissance. Et par conséquent, non, il n'en a pas non plus le droit. De nouveau, le contexte de la philosophie spinoziste, qui est celui d'une définition immanente du droit et des normes, légitime pleinement le glissement entre l'utile,
au sens de ce qui favorise ou non la puissance d'agir et d'être, et le droit. Mal et légitime que les deux sortes de considérations soient ainsi imbriquées l'une dans l'autre, car précisément il ne serait pas justifié d'opposer au droit du souverain des limites autres que celles que la réalité de la nature lui assigne. Notons que c'est ce que Spinoza établit au chapitre 16 du TTP, lorsqu'il énonce les conditions de validité du droit issu du pacte social et les fait dépendre expressément de la sphère pratique. Nous en concluons qu'un pacte ne peut avoir de force qu'eu égard à son utilité. Celle-ci ôtée, le pacte est du même coup supprimé et demeure invalide. Donc ces critiques et leurs réponses et leur légitimation dans le contexte de Spinoza permettent surtout de mettre en relief chez Spinoza l'imbrication entre la sphère théorique et la sphère pratique. Ceci nous conduit à l'examen d'une autre objection possible contre l'argumentaire spinoziste pour la liberté, qui viendra certainement à l'esprit de quiconque connaît la philosophie de Spinoza sous l'angle de sa métaphysique ou de son... Comment parler de nécessaire liberté de penser dans un contexte déterministe ? Car pour Spinoza, on le sait bien, le libre arbitre est une illusion, comme il le répète dans l'appendice de la première partie de l'éthique et dans sa correspondance. Et l'assimilation de la volonté à l'entendement, je suis désolée, je me rends compte, j'ai remis une copie, un draft, une copie antérieure du texte, et je n'avais pas vérifié la citation, donc je suis certaine que ce n'est pas 26, je pense que c'est 34, mais je dois vérifier. Je n'avais pas le texte avec moi quand j'ai réalisé ça. Donc, dans la première partie de l'éthique, en tout cas, une des propositions vers la fin assimile la volonté à l'entendement. Donc, l'assimilation de la volonté à l'entendement dans cette proposition de l'éthique résume bien le caractère automatique et déterminé de la volonté. Dire même à chacun, en ce sens que la pensée fait partie de son essence, n'est pas pour autant dire que la liberté de penser fait partie de l'essence individuelle. Pourtant, c'est bien cela que Spinoza soutient, nous l'avons vu. N'y a-t-il pas ici un glissement indu ? Je ne prétendrai pas montrer que le problème ne se pose pas du tout, mais du moins qu'il ne se pose pas de manière aussi flagrante qu'il y paraît. Car en parlant de liberté d'expression dans le TTP, Spinoza ajoute souvent qu'il s'agit pour les hommes de la liberté de penser et de parler selon leur propre complexion, ex proprio suo ingenio. Ce qui n'empêche pas que cette complexion propre, cet ingenium, détermine leur pensée. Par libre, il faut donc entendre en un sens faible ce qui provient de soi-même, ce qui provient de sa propre nature, et non pas ce qui ne serait absolument pas déterminé. La nature est elle-même déterminante. Liberté dans l'éthique, et Spinoza n'a pas besoin d'être plus explicite sur le fait qu'il n'accorde pas le libre arbitre dans le contexte qui est celui du TTP. Il suffit qu'il ne se contredise pas avec le reste de sa théorie. Or, il ne se contredit effectivement pas lorsqu'il maintient que l'on ne doit pas imposer de l'extérieur aux individus ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, mais que cela doit être déterminé par eux-mêmes exclusivement. Donc, cette liberté de penser et de s'exprimer est tout à fait compatible avec le déterminisme par sa propre nature. Finalement, il me semble qu'il reste une quatrième et dernière objection possible. On remarque que la liberté de penser et d'exprimer ses pensées que la liberté de penser et celle d'exprimer ses pensées vont toujours ensemble dans la défense qu'en fait Spinoza. Toutefois, les deux sont-elles légitimées de manière égale par ses arguments ?